Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, journaliste à RFI, qui vient de publier ce livre, L'Inde, un géant fragile. On parle de plus en plus de l'Inde, qui était un petit peu un sujet ignoré, et qui devient maintenant un acteur de plus en plus important sur la scène internationale. Et notamment, on s'interroge beaucoup sur l'attitude de l'Inde par rapport au conflit russo-ukrainien. L'Inde est à la fois un pays lié aux États-Unis, qui veut se rapprocher des Occidentaux, et qui, sur ce conflit, a pris une position distanciée par rapport aux Occidentaux. C'est vrai, et ça rend perplexe, ça agace les Occidentaux, mais il faut se rendre compte que c'est un point qui fait quasiment consensus en Inde, y compris à l'extrême gauche. Le Parti communiste indien soutient cette position. Les nationalistes hindous, évidemment, puisque le Premier ministre Modi l'a adopté, et pratiquement tout le monde, à part quelques universitaires et quelques rares politiques. Alors certains le voient comme la continuation du neutralisme de Nehru, Oui, la l'Inde était troisième le voie, géant du le non-alignement. non-alignement, la troisième voie, etc. C'est pas tout à fait l'attitude du gouvernement actuel qui a remplacé le non-alignement, pour lequel il n'a que mépris, par ce que le ministre des Affaires étrangères appelle le multi-alignement. En réalité, l'attitude du gouvernement indien est de raisonner au cas par cas en fonction de l'intérêt propre de l'Inde. On peut discuter à perte de vue sur le point de savoir si c'est vraiment l'intérêt de l'Inde d'avoir cette attitude, mais c'est la conviction en tout cas d'une écrasante majorité des Indiens et de sa classe dirigeante. Donc l'Inde achète beaucoup d'armes, une grande partie de l'équipement militaire indien provient de Russie, et c'était auparavant l'Union soviétique, il y a une continuité. Elle achète aussi du pétrole avec une importante ristourne et du gaz à la Russie. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer des intérêts matériels, qui peut expliquer cette attitude indienne? Oui, je vais y revenir. Il y a une troisième raison qui est beaucoup plus importante sur laquelle je vais revenir aussi. Alors, les armes, c'est vrai. Je ne sais plus quel est le pourcentage des armes d'origine soviétique ou russe en Inde, mais grosso modo, les avions, les tanks, c'est plus de la majorité, la moitié en tout cas. On a parlé à une époque de 80%, je crois que c'est moins maintenant, mais c'est beaucoup. Euh, Cela dit, ça diminue. Israël, la France et les États-Unis sont en train de mordre de manière significative. Et il n'a pas échappé aux Indiens que les performances des tanks et des avions russes en Ukraine n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Donc ils transposent évidemment sur l'utilisation qu'ils en font. L'usage qu'ils en font est pas très éloigné de la doctrine russe et ils se posent plein de questions. Le pétrole, je dirais, c'est de l'opportunisme. Ils ont l'occasion d'avoir du pétrole bon marché. L'Inde est un pays qui consomme énormément d'énergie. Elle est très dépendante des pays du Golfe, de la Birmanie et maintenant donc de la Russie. Et elle peut avoir du pétrole très bon marché. Il n'y a aucune considération morale, ils vont le faire et ils le font. Mais la vraie raison pour laquelle, jusqu'à présent, l'Inde a refusé de condamner au Conseil de sécurité la Russie pour son agression contre l'Ukraine. Le seul vote dans lequel elle s'est opposée à la Russie, c'est tout récent, et c'était pour autoriser Zelensky à s'exprimer par vidéo, d'abord au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, donc c'est un vote purement procédural. C'est que la Russie est un allié très ancien, enfin allié, pas le mot, puisqu'officiellement l'Inde n'a pas d'allié, mais concrètement est très proche la Russie est très proche de l'Inde, avant elle l'Union soviétique, et repousser la Russie, c'est la jeter davantage encore dans les bras de la Chine, et l'Inde évidemment se méfie énormément de la Chine avec laquelle elle a des problèmes multiples, et notamment frontaliers dans l'Himalaya. Donc c'est compliqué de toute façon pour l'Inde, mais ils ont estimé à tout prendre que il valait mieux ne pas prendre position, quitte à fâcher les Occidentaux, mais les Occidentaux ont trop besoin de l'Inde face à la Chine pour la punir, et donc on en est là pour le moment. On a pu quand même constater au sommet de Samarcande de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, que Modi a exprimé pour la première fois en public des réserves marquées vis-à-vis de l'action russe en Ukraine. Alors on va reprendre ces deux points importants l'un après l'autre. Le premier, c'est justement donc pour ne pas jeter plus la Russie dans les bras de la Chine, pour lui donner une sorte d'alternative. Donc ça déplaît aux Occidentaux parce que les Occidentaux aimeraient que la Russie n'ait pas d'alternative, mais le raisonnement de l'Inde est de dire il est préférable de lui donner une alternative plutôt qu'elle n'en ait pas et qu'elle se rapproche trop de la Chine, ce qui isolerait l'Inde dans ce triangle Russie, Chine, Inde. Oui, d'autant que la Chine
appuie le Pakistan. Elle vient encore de le faire en mettant son veto à des résolutions du Conseil de sécurité mettant sur une liste de terroristes des Pakistanais ou des gens du Cachemire réfugiés au Pakistan. Et donc le soutien pratiquement inconditionnel de la Chine au Pakistan renforce cette attitude de l'Inde. La Russie a tenté de se rapprocher du Pakistan, mais tout dernièrement, le Pakistan s'est rapproché des Américains pour des raisons essentiellement financières, parce qu'ils ont besoin d'une aide du FMI et seuls les Américains pouvaient débloquer ça. Et donc on est dans une espèce de planétarium où quand une planète se déplace dans une direction, l'autre se déplace dans l'autre en tournant autour du même axe. Donc pour l'instant, le Pakistan est revenu plus ou moins dans une orbite américaine et l'Inde, sans être aligné sur la Russie, ce serait très inexact de le dire, ferme les yeux sur beaucoup de choses. Mais aussi, tu l'as fait remarquer tout à l'heure, au sommet de Samarcande, l'Inde a pris quelques distances par rapport à la Russie, donc ce n'est pas un soutien total. Quels sont les freins? Est-ce que parce que l'Inde réalise que la Russie est en train de ne pas gagner la guerre, si ce n'est de la perdre, et donc elle prend ses distances, ou c'est une façon de ménager la chèvre et le chou? Les deux, je pense, mais il est clair que si la Russie avait marqué des points militairement rapidement et de manière décisive en Ukraine, on n'aurait pas entendu les réserves exprimées publiquement par Narendra Modi. Narendra Modi a dit, en termes très généraux, ce n'est pas le moment de faire la guerre, le moment est à la paix. Enfin bon, voilà, il est pour le bien et contre le mal. Personne ne peut... Oui, c'est pas non plus une accusation de la Russie, et encore moins une condamnation de la Russie. C'est un principe général. Mais le fait de l'exprimer en public, alors que jusqu'à présent l'Inde ne l'avait jamais fait, est en soi une prise de distance qui a quand même frappé les esprits. D'autant que ça vient juste après la reconnaissance par Poutine lui-même que la Chine avait également des doutes et des interrogations. Quelles seraient les limites que l'Inde pourrait poser à l'action de la Russie en Ukraine? De nouveaux crimes de guerre, l'usage d'armes chimiques ou le tabou encore, surtout par un pays comme l'Inde, plus important, le tabou nucléaire? Oui, sans doute le tabou nucléaire. Sur l'arme chimique, je n'en sais rien, parce que par exemple sur la Syrie, la classe politique indienne a plutôt soutenu de manière assez positive, c'est-à-dire active, l'action de la Russie en Syrie, y compris lorsqu'il y avait l'usage d'armes chimiques alléguées par les Occidentaux. Et donc, si ça se passait en Ukraine, ça leur plairait sans doute pas. Peut-être y aurait-il une déclaration d'ordre de portée très générale. Une condamnation, j'en suis pas sûr. Parallèlement, où en sont les relations entre l'Inde et les États-Unis? L'Inde comptait beaucoup sur les États-Unis pour devenir le 6e membre permanent du Conseil de sécurité. Il y avait un rapprochement diplomatique important. Est-ce que tout ceci est un peu en panne, mis de côté, en mode pause? Non, l'Inde a la capacité de poursuivre simultanément des voies qui apparaissent contradictoires. L'Inde est toujours un membre actif du Quad, le fameux dialogue quadrilatéral qui unit, outre l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie, qui est perçu comme une alliance anti-chinoise, même si le terme d'alliance, encore une fois, fait horreur aux Indiens. Néanmoins, il y a un point qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la dimension, j'allais dire anti-occidentale, hostile à l'Occident, du gouvernement indien actuel. Et cette affirmation répétée de la voix indienne par son ministre des Affaires étrangères n'est pas simplement un avatar du neutralisme de Nehru, de la troisième voie. C'est vraiment un rejet du modèle occidental. Et le jour même de l'annonce de la mort de la reine Elisabeth, Modi a envoyé un télégramme extrêmement chaleureux aux Britanniques, pour lequel il a été très vivement critiqué dans les milieux nationalistes hindous. Mais il était à Delhi en train d'inaugurer les nouvelles installations architecturales qui sont censées effacer 70 ans de post-colonialisme, puisque selon lui, le gouvernement du Congrès n'a fait que prolonger l'idée coloniale sous l'étiquette indienne. Mais donc c'est à la fois un discours anti-occidental et une quête d'alliance avec les États-Unis. Il y a une dimension essentiellement stratégique face à la Chine. L'Inde refuse de participer aux accords multilatéraux sur le plan économique et commercial. Ils ont refusé de participer au traité transpacifique.
ils ont refusé de participer à l'autre organisme, cette fois dans lequel la Chine se trouve. Et là, le nouvel organisme lancé par les Américains, IFEP, ils acceptent de participer à 3 dimensions de ce traité, mais pas le 4e, qui est le pilier commercial. Et de ce fait, l'Inde fait des paris qui sont risqués, car à long terme, les autres pays de la région, eux, vont être dans une mondialisation régionale, en quelque sorte, en Asie, dont l'Inde se tient à l'écart. Et ce pari est risqué parce que, au bout du compte, les normes vont être définies par d'autres qu'eux Et sans eux, quoi. et sans eux. Et la faiblesse économique de l'Inde, qui est réelle, en dépit des chiffres qui sont massifs et qui peuvent impressionner, ça affaiblit aussi sa position politique. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure relation que jamais entre la France et l'Inde? Il y a bien sûr le contrat des Rafales, il y a des visites régulières, la mise en scène d'une alliance. On se rappelle que Mitterrand, déjà, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, plaidait pour une alliance avec ce géant du Sud. Est-ce que la relation entre l'Inde et la France est solide? Elle est très solide, elle se renforce, elle est fondée sur des intérêts mutuels et individuels bien compris, d'où la morale est exclue, c'est-à-dire c'est vraiment une alliance de puissance. Pendant longtemps, l'Inde a rejeté la présence de la marine française dans l'océan Indien comme étant néocoloniale. Aujourd'hui, il y a des manœuvres communes, déjà depuis assez longtemps maintenant, depuis le début des années 2000. Et l'Indo-Pacifique est un axe dans lequel et la France et l'Inde veulent travailler ensemble. On l'a vu encore il y a quelques jours avec la visite de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères en Inde, où les Indiens ont eu des mots extrêmement chaleureux sur cet axe stratégique. Encore une fois, le terme d'alliance est tabou en Inde, mais ça commence à y ressembler beaucoup. Et d'une certaine manière, le coup de Jarnac des anglo-saxons avec l'AUKUS a renforcé l'axe franco-indien, puisque dans la foulée, il y a eu un coup de téléphone de Modi à Macron, soulignant la proximité des intérêts français et indiens, et on peut imaginer que ça se traduise par de nouveaux contrats sur les sous-marins, il y a de nouveaux Rafales qui devraient arriver, et plus généralement, encore une fois, une approche stratégique de plus en plus commune. Alors tu parles d'une approche opportuniste. À chaque fois, on reproche au leader français d'être muet sur la question des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a vraiment une crispation autoritaire de Modi, à la fois par rapport à l'ensemble de la population et puis plus spécifiquement, bien sûr, par rapport aux musulmans? Oui, aux 2 questions. Alors sur les musulmans, ça remonte à loin. C'est la tradition nationaliste hindoue qui considère que les musulmans ne sont pas de vrais Indiens, même s'ils sont nés en Inde, si leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents sont nés en Inde. C'est fondamentalement une culture venue de l'étranger, qui est facilement assimilée à du terrorisme, etc. Donc c'est pas nouveau, mais ça s'arrange pas. Ça s'applique d'ailleurs aussi un petit Mais peu ça aux devient de chrétiens. plus en plus violent. C'est de plus en plus violent et surtout les violences sont peu réprimées, ce qui est un signal tacite qu'on peut continuer. Mais ça s'applique aussi aux ONG qui ont de plus en plus de mal à opérer en Inde dès lors qu'elles manifestent une distance critique vis-à-vis du pouvoir. Les journalistes et les partis d'opposition rencontrent également des difficultés. Le Premier ministre avait un slogan parmi d'autres, c'est de faire de l'Inde un pays débarrassé du Parti du Congrès. Congress Mukt Bharat, ce qui veut dire l'Inde débarrassée du Congrès. Mais plus récemment, le président du parti au pouvoir, le BJP, M. Nada, a déclaré que dans quelques années, il n'y aurait plus de partis régionaux. Et donc ça a sonné l'alarme partout, les opposants se disant ils veulent un parti unique en Inde. Et comme il y a eu un certain nombre d'opérations dans des États fédérés où des élus locaux appartenant à l'opposition ont été des transfuges rejoignant le BJP, alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Certains sont achetés, d'autres voient des poursuites pour corruption abandonnées du jour au lendemain. Toujours est-il qu'il y a cette crainte de l'ensemble des partis d'opposition que le pouvoir actuel veuille, au fond, faire de l'Inde un pays à parti quasi unique. Ce qui aussi, de manière dialectique, renforce le besoin d'unité de partis par ailleurs très divisés. Est-ce qu'il y a une chance que ça réussisse ou qu'est-ce qui explique la désagrégation du Parti du Congrès, le fait qu'il soit aussi largement rejeté? Il y a eu l'usure du pouvoir.
Il y a le fait que le parti est dirigé par la même famille depuis maintenant quasiment l'origine, et donc Modi a eu beaucoup de succès dans sa dénonciation du modèle dynastique. Et Rahul Gandhi, le fils de la présidente du Parti du Congrès, lui-même ayant été président, apparaît comme un type plutôt sympa, mais pas du tout à la hauteur. Et il y a beaucoup de moqueries sur ses capacités. Et au sein du Congrès, il y a des gens qui pensent que c'est ça qui empêche le Congrès d'arriver au pouvoir. Mais il y a une chance que le Congrès change de leader et qu'il Il y a y des a un élections, autre... il y a des élections qui se tiennent pour la présidence du Congrès d'ici la fin de l'année. Et Sonia Gandhi, qui est présidente intérimaire, mais quand même depuis très longtemps, va laisser la place. Maintenant, il y a aussi beaucoup de tractations internes au Congrès pour savoir qui sera le prochain président. Il y a des chances que ce soit un allié de la famille Gandhi, donc Nehru Gandhi. Donc il y a cette dimension-là. Il y a aussi le fait qu'au sein même du parti du Congrès, ça devient difficile de savoir quelle est l'idéologie. Pendant longtemps, c'était une idéologie socialisante, laïque, et il y a maintenant, dans certains États, des comportements régionaux qui n'ont plus grand-chose à voir avec la ligne nationale. Donc, quand on vote pour le Congrès, on vote en fait plus pour les individus de l'État où on vote que pour une ligne qui serait claire et uniforme partout dans le pays. Donc voilà, évidemment, le BJP qui est extrêmement organisé, qui a des moyens considérables, qui bénéficie d'une dynamique qui est encore réelle, en profite. Le grand problème de l'Inde, c'est la Chine. Est-ce que ce sont des relations de rivalité totale? Il y a pourtant des échanges économiques. Est-ce que les relations sont aussi antagonistes que cela est parfois présenté? Elles le sont, à tel point que, par exemple, Xi Jinping et Narendra Modi se sont retrouvés pour la première fois depuis 2019 ensemble lors du sommet de Samarcande, mais il n'y a pas eu ni de poignée de main, ni de dialogue, de discussion en bilatéral. C'était une interrogation, ça n'a pas eu lieu. Et la situation dans l'Himalaya reste toujours très tendue, même s'il y a des désengagements militaires. Globalement, l'armée de libération nationale populaire chinoise est présente sur le territoire indien dans le Ladakh, ce que n'a jamais reconnu le gouvernement. Mais il y a des photos satellites commerciales disponibles qui prouvent le contraire. Ça n'empêche pas une coopération commerciale, et les échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine ont progressé au cours de l'année dernière, par exemple, alors même qu'il y avait le boycott de certaines applications, le téléphone chinois, etc. Les chiffres globaux continuent. Et l'Inde et la Chine coopèrent dans un certain nombre de forums, que ce soit les BRICS, le G20. Le G20, par exemple, sera hébergé l'année prochaine par l'Inde. Il est évident que la Chine sera présente, et même le Pakistan d'ailleurs. Donc c'est une relation complexe, faite de rivalité, d'hostilité et de coopération. Alors tu insistes beaucoup dans ton livre sur la recherche de soft power par l'Inde. Quels sont en quoi l'Inde essaye d'être une puissance de soft power? Le soft power indien, aujourd'hui, se réduit à l'adoption par les Nations Unies, dès l'élection de Modi, l'année suivante, d'une journée internationale du yoga le 21 juin. Parce que sur tout le reste, ce qui faisait le soft power indien, c'est-à-dire les films de Bollywood, bon ça existe encore, mais là aussi il y a des mises au pas qui sont en cours. La démocratie, Narendra Modi peut bien prôner la démocratie et faire l'éloge de Gandhi quand il est à l'étranger. Ça commence à se savoir ailleurs aussi qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Et donc les instruments du soft power indien ont progressivement été réduits à pas grand-chose. Même Bollywood? Oui, parce que Bollywood est contesté à l'intérieur même de l'Inde par les nationalistes hindous qui, en particulier, s'agacent de la place des musulmans dans... Les grands acteurs indiens sont très nombreux à être musulmans. Typiquement, le film de Bollywood, c'est un acteur musulman indien qui est amoureux d'une actrice hindoue. Bon. Et ça a marché pendant 70 ans. Aujourd'hui, les producteurs de Bollywood sont sous la menace de boycotts, et parfois de boycotts violents de leurs films, quand ils ne suivent pas les canons du régime actuel. Donc oui, c'est en train de diminuer. Tu développes aussi tout le problème des castes, ce qui n'est pas très connu, c'est toujours entouré de mystères en France. Elles sont officiellement supprimées, elles n'existent pas, et pourtant, Non, dans la vie... ça c'est une vue de l'esprit. C'est ce qu'on croit. En réalité, la Constitution indienne de 1950 n'abolit pas les castes, elle abolit la discrimination par la caste, en créant de la discrimination positive.
Mais du coup, les castes existent toujours. Non seulement ça, mais elles sont répertoriées pour permettre aux gens des castes inférieures de bénéficier de quotas d'admission à l'université et dans l'administration, etc. Et au fil des années, ça a provoqué d'ailleurs des tensions dans les années 90, quand il y avait de jeunes brahmanes qui se suicidaient parce qu'ils ne pouvaient pas être admis à l'université alors qu'ils avaient eu de meilleures notes que d'autres qui, eux, étaient admis du fait qu'ils appartenaient aux castes inférieures. Et puis on a vu apparaître les couches, comment on pourrait dire, inférieures, mais pas au bas de la société, qui se sont révoltées en disant nous aussi on veut être reconnus. Et ça a été l'apparition de ce qu'on appelle les OBC, Other Backward Classes, les autres classes arriérées. Et on assiste à une compétition en Inde pour dire je suis plus arriéré que mon voisin pour bénéficier des avantages qui vont avec. Et dans les grandes villes, la discrimination par la caste, on ne la voit pas véritablement, en tout cas dans le monde du travail, parce que dès qu'on rentre dans la vie familiale, c'est autre chose. Pour les mariages, il y a très peu de mariages intercastes. Mais à la campagne, c'est pas du tout ça. Et il y a il y a de très nombreux faits divers absolument sordides. Il y a encore quelques jours, 2 jeunes filles dalits, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les intouchables, ont été retrouvées pendues à un arbre dans une localité de l'Uttar Pradesh. En réalité, c'était un habillage d'un viol suivi d'un meurtre pour faire croire qu'elles s'étaient suicidées. Et ça arrive malheureusement très fréquemment. Il y a très peu de mariages intercastes. Il y en a très peu. Il y a encore moins de mariages interreligieux. Comment expliquer que l'Inde soit aussi faible en matière sportive? C'est quand même aussi une façon d'irradier, de rayonner en soft power. On voit là les différences entre la Chine, qui a beaucoup investi sur le sport, et l'Inde, qui est quand même relativement en retard. C'est crucial. Le mot investissement est tout à fait essentiel parce que les quelques champions olympiques que l'Inde commence à avoir, et maintenant il commence à y en avoir, ont tous été formés grâce à des initiatives privées, et même s'ils sont reçus en grande pompe par le Premier ministre pour être décorés après leur victoire, l'histoire de leur entraînement est une histoire de dévouement familial, des amis ou d'initiatives privées. Et le sous-investissement dans les infrastructures publiques est criant en Inde. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sport. Même dans ce pays qui ne vibre que pour le cricket, apparemment, il y a une passion pour le football qu'on voit principalement au Bengale occidental, mais on voit également sur des terrains, des vagues de Bombay, des gens jouer au football. Mais il manque cette infrastructure collective, organisée. Là, l'Inde va organiser un tournoi de football féminin pour les moins de 17 ans, je crois, à la fin de l'année. Ça a failli pas se faire parce que l'Inde était exclue par la FIFA du fait des ingérences gouvernementales dans la gouvernance de la fédération indienne. Et la même chose allait se produire pour le comité olympique indien. Et finalement, ils ont battu en retraite pour rester dans les organismes internationaux. Donc la prise de conscience est là, mais l'argent ne suit pas. Dernier point, on dit aussi que les femmes ont un rôle mineur et que ça nuit à la croissance indienne. Si les femmes avaient un rôle plus égalitaire, l'Inde se porterait mieux. Quelle est la situation sur le plan du droit des femmes en Inde? Là aussi, elle est contrastée. Il y a une femme est présidente de la République. En plus, c'est une aborigène, donc issue de milieux arriérés, comme on disait tout à l'heure. Il y a des PDG de grandes firmes qui sont des femmes. Il y a des femmes politiques extrêmement influentes. Je pense à la chef ministre du Bengale occidental, à d'autres parlementaires, etc. Donc ça, c'est une réalité incontestable. Et en même temps, l'Inde est un pays considéré comme dangereux pour les femmes, avec des violences sexuelles, des décisions judiciaires qui, quelquefois, vont à l'encontre de l'égalité homme-femme. Et dans le marché du travail, déjà, elles n'occupaient pas une place très importante. Avec la crise du Covid, leur participation à la vie active a encore diminué. Donc on a ces deux Indes qui coexistent, qui occupent le même territoire et qui pourtant ne sont pas les mêmes. Merci Olivier Dallat. Je renvoie à la lecture de ton livre, L'Inde, un géant fragile. C'est paru aux éditions Erol et c'est bourré d'informations aussi bien politiques, économiques, historiques et bien sûr géostratégiques.